Minasama, konnichiwa, kyo minasamani, oanashi dete kite, ureshiku omoimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Voilà, vous l'avez compris, le plus dur pour moi est fait. Je peux rentrer tranquillement en Europe. J'ai prononcé quelques mots en japonais. Je voudrais, bien sûr, avant de commencer mon exposé, remercier les organisateurs de m'avoir invité dans cette très belle ville que je connais, puisque je suis déjà venu en 2006, il y a de cela quelques années, pour vous parler du projet de tramway de Strasbourg. Je voudrais aussi remercier mes traducteurs, mes interprètes qui sont là au fond de la salle, qui vont avoir un gros travail de traduction. Et je les remercie d'ores et déjà pour tout ce qu'ils ont fait, et notamment pour m'avoir coaché pour les quelques mots de japonais que j'ai pu vous dire il y a de cela maintenant quelques secondes. Je suis architecte urbaniste de formation, et je travaille depuis près de 20 ans dans la maîtrise d'ouvrage des projets de tramway. J'ai passé 18 années à Strasbourg et aujourd'hui je dirige le projet de tramway de la communauté urbaine de Nice-Côte d'Azur. Mon intervention va porter sur respectivement 4 thèmes. Je vais d'abord vous expliquer les mécanismes financiers qui ont été mis en place par le gouvernement français en faveur du développement des transports en commun en site propre. Après avoir évoqué le contexte niçois, vous découvrirez la première ligne de tramway et notre schéma de directeur du réseau de transport à l'horizon de 2030. J'aurai le plaisir de vous informer sur la phase opérationnelle de réalisation de notre nouvelle ligne de tramway qui sera mise en service en 2016. Et pour finir, je souhaite vous donner quelques points de repère sur nos objectifs et sur nos outils en matière de développement durable, qui est un sujet d'actualité, notamment en France, et qui est un sujet qui est de plus en plus important dans la réalisation de nos projets de transport public. Réchauffement climatique, raréfaction des énergies fossiles, congestion croissante des villes. Tous ces arguments justifient les efforts entrepris par les villes françaises pour limiter l'usage de l'automobile en ville et développer une offre de transport urbain à même de remplacer la voiture efficacement. Repenser nos modes de déplacement en faveur d'une mobilité plus durable et sécurisée est devenu un véritable enjeu de société en France et en Europe. D'ici à 2020, l'État français apportera 2,5 milliards d'euros de concours financiers aux nouveaux projets de transport développés par les villes, les grandes agglomérations, les départements et les régions. L'État poursuit ainsi un triple objectif, 3 objectifs. D'abord, réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est un grand objectif national. Ensuite, lutter contre la congestion urbaine, le trop de trafic notamment en ville. Et enfin, fournir au plus grand nombre des conditions de transport qui soient de grande qualité. La loi Grenelle 1 prévoit de passer en 15 ans de 330 km à 1800 km de transport en commun en site propre. Le premier appel à projet, lancé en octobre 2008, s'est traduit par un effort financier sans précédent en faveur des transports en commun. Près de 810 millions d'euros de subventions ont été attribués à 52 projets sur le territoire national français. Cette aide nationale contribue à la réalisation de 6 milliards d'euros de travaux et à la création de 400 km de lignes de transport en commun en site propre nouvelles.
Toutes ces opérations seront engagées d'ici fin 2011. En mai 2010, l'État a lancé un second appel à projet. La communauté urbaine de Nice-Côte d'Azur a déposé une demande de subvention pour la réalisation de sa nouvelle ligne de tramway Est-Ouest. Et ce sont près de 70 millions de subventions qui sont attendues avec la participation de 5 millions d'euros au kilomètre d'infrastructures nouvelles créées à Nice. Cette politique d'incitation, relancée depuis 2008, après une pause de 8 ans entre 2000 et 2008, pause lors de laquelle l'État ne subventionnait plus les projets de transport en commun en site propre, a permis depuis les années 90 de faire baisser progressivement la part de l'automobile dans les déplacements urbains. C'est particulièrement le cas dans les villes où l'on s'évertue à bien répartir l'espace public entre les voitures et le transport public. Et cela dans le cadre d'une politique d'amélioration des réseaux de transport et le développement des modes complémentaires. Ainsi, en 10 ans, Strasbourg a fait reculer la part de la voiture de 7% dans sa répartition modale. Ah, pardon, je vais un peu trop vite. Voilà. Ah, non, c'était ça. Oui, c'est bon. Alors, vous avez vu défiler très rapidement les images qui présentent en fait Nice sur le territoire national. Donc Nice est une ville méditerranéenne. Elle est située à l'extrême sud-est de la France, à une trentaine de kilomètres de la frontière italienne. Elle est établie sur les bords de la mer Méditerranée, le long de la baie des Anges. Située entre mer et montagne, capitale économique de la Côte d'Azur, Nice bénéficie d'importants atouts naturels. Alors, la prochaine image va être beaucoup plus sympathique encore. Nice est une ville cosmopolite, éclectique, au patrimoine insoupçonné. La vieille ville est baroque, tandis que la colline de Cimiez mêle des vestiges romains aux souvenirs de la belle époque. Nice est dotée d'équipements culturels importants. Elle possède ainsi plusieurs musées, un théâtre national, un opéra, une bibliothèque. La ville possède aussi plusieurs universités et plusieurs quartiers d'affaires. Mais vous l'avez compris, c'est le tourisme qui est aujourd'hui la principale activité de la ville. D'ailleurs, Nice possède la deuxième capacité hôtelière du pays et accueille chaque année près de 4 millions de touristes. Et je vous invite à venir visiter Nice. En été, vous aurez de très belles activités le long de la mer. En hiver, vous pourrez faire du ski dans la montagne. Et tout cela dans une ambiance méditerranéenne avec une très belle culture culinaire et une très belle hospitalité méditerranéenne. Cette photo montre la ville de Nice située entre la mer et la montagne. Le centre historique est bordé au sud par la baie des Anges et au nord par les collines. Cette capitale historique du comté de Nice a appartenu à la Provence avant de rejoindre la maison de Savoie en 1388 et plus tard le royaume de Piémont-Sardaigne. Nice ne devint française qu'en 1860. À l'est, la plaine du Var fait l'objet d'un projet d'aménagement de grande envergure. La démarche Éco-Cité s'intègre dans le périmètre d'Éco-Vallée, classé en opération d'intérêt national, avec un établissement pilote d'aménagement qui pilote l'ensemble du processus de développement. C'est en quelque sorte la zone de la ville nouvelle de Nice. Sur ce territoire, la démarche d'Éco-Cité vise à favoriser la mixité sociale, la réduction des déplacements par une forme urbaine compacte, et tout cela dans le cadre d'un système économique durable et d'un environnement de qualité.
La communauté urbaine de Nice-Côte d'Azur est une structure intercommunale qui rassemble sur 351 km², 27 communes et près de 550 000 habitants. Elle est présidée par un maire et un président qui s'appelle Christian Estrosi et qui, jusqu'à hier, était encore ministre. Il ne l'est plus depuis ce matin. L'aéroport que vous voyez sur votre gauche est le deuxième aéroport de France avec près de 10 millions de passagers par an, près de 5 000 employés. Et aujourd'hui, seulement 18% des usagers utilisent les transports en commun pour se rendre à cet aéroport. Il s'agit là d'un pourcentage assez faible au regard des autres villes européennes. Ils sont par exemple 38% à Amsterdam, 48% à Zurich, 35% à Francfort. Notre objectif en matière de déplacement est d'atteindre un pourcentage de 35% à l'horizon 2030, soit 3,5 millions de passagers par an pour se rendre en transport public vers l'aéroport. Sur le flanc est, vous avez un autre équipement, une autre plateforme de transport, le port de Nice. Il assure 1,3 million de passagers, près de 830 000 passagers pour le trafic qui permet de relier la France à la Corse. Le quartier du port est un quartier à forte densité de population qui dispose d'un important bassin d'emploi. Il est lui aussi aujourd'hui assez mal desservi par les transports publics. Nice a réalisé et mis en service en novembre 2007 une première ligne de tramway d'une longueur d'infrastructure de 8,7 km. Elle est équipée de 28 rames, de 21 stations et de 3 parkings relais. Cette première ligne de tramway assure quotidiennement, avec une fréquence de 4 minutes, près de 80 000 voyages et s'inscrit dorénavant dans les paysages de la ville. Cette première ligne est aujourd'hui vécue par les habitants de Nice comme une franche réussite. Comme à Strasbourg, les paysages urbains autour de cette première ligne ont été repensés avec des aménagements neufs de façade à façade, un choix des matériaux et des mobiliers urbains qui facilitent la lisibilité d'usage des espaces publics tout en améliorant la sécurité des usagers. En plus de ces aménagements de qualité, le dépôt tramway de Nice a été primé par le Grand Prix d'architecture L'Équerre d'Argent, qui a été attribué à l'architecte Marc Barani. C'est le seul dépôt en France qui a été ainsi récompensé. C'est la plus haute distinction annuelle en matière d'architecture en France. Donc si vous venez à Nice, n'hésitez pas, vous venez me voir, je vous ferai visiter ce magnifique dépôt. Une enquête de la Sofres, ce sont des sondages en quelque sorte auprès de la population, montre que près de 89% des habitants de l'agglomération sont satisfaits de la politique des transports de Nice-Côte d'Azur. C'est un pourcentage extrêmement élevé. Les Niçois attendent de nos transports publics qu'ils soient efficaces et confortables et qu'ils permettent dans le même temps de relever le grand défi du développement durable. L'enjeu fixé à notre agglomération est d'offrir à chacun de ses habitants la liberté d'un véritable choix. Concrètement, notre ambition est de proposer des transports publics de qualité pour séduire les automobilistes. Il ne s'agit pas d'une déclaration de guerre aux voitures ni à leurs conducteurs, mais il s'agit de mettre en place un système de transport public efficace qui soit très attractif. Cette démarche se veut positive et volontariste, à l'inverse, effectivement, d'une démarche culpabilisatrice. Elle est d'ailleurs cohérente avec l'offre tarifaire exceptionnelle de 1 € pour le ticket à l'unité
C'est à Nice, aujourd'hui, en France, le ticket le moins cher. Et cela permet effectivement aux habitants de Nice de pouvoir utiliser un système de transport en commun à des conditions tarifaires tout à fait intéressantes. La concertation publique préalable à la réalisation d'un projet de transport public est évidemment imposée en France par le Code de l'urbanisme. Mais au-delà de cette imposition, tous les professionnels de la réalisation des systèmes de transport public en France vous diront que c'est un mal nécessaire et, qui plus est, la discussion et la concertation avec le public nous a toujours permis d'aller au-delà des ambitions initiales de nos projets. La concertation à Nice a duré près de 3 ans et a permis de recueillir près de 6500 avis écrits, 18 pétitions et qui ont recueilli plus de 17 000 signatures. Plus d'une dizaine de réunions publiques se sont tenues, rassemblant au total plus de 2000 participants. Il y a eu 40 réunions avec des partenaires et institutionnels. Ce dispositif a permis, dès le lancement des études, de faire mûrir le projet de réseau tramway et de l'inscrire plus largement dans la politique de déplacement, d'aménagement et de développement durable de la communauté urbaine. Et cela dans un processus itératif et d'échange enrichissant pour l'ensemble des acteurs. Elle permet aujourd'hui, après de vifs débats pour ou contre le tramway sur la promenade des Anglais en bord de mer, d'aboutir au schéma directeur des transports urbains à l'horizon 2030 que je vais maintenant vous présenter. Alors, je suis passé très vite sur la concertation, mais sachez que c'est un processus extrêmement important et que nous avons eu à Nice un débat très fort sur le positionnement du tracé dans la ville, avec 2 tracés concurrents, un sur la promenade des Anglais en bord de mer, un autre en cœur de ville. Et c'est au final le projet que je vais vous présenter maintenant qui a été retenu suite à cette concertation, alors même que le maire avait clairement annoncé qu'il souhaitait plutôt réaliser le projet sur la promenade des Anglais. Donc la concertation a véritablement fait basculer la gouvernance du projet vers de nouvelles formes. La construction d'un schéma directeur du réseau de transport est une affaire d'équilibre qui doit s'insérer et s'intégrer dans un concept global de développement de l'agglomération. Ce concept, chez nous, à Nice, c'est celui de Nice, ville verte de la Méditerranée. C'est là une ambition politique très forte qui est régulièrement affichée par notre maire, Christian Estrosi. Nos transports publics doivent être plus attractifs, plus denses et mieux coordonnés. Trains, tramways, bus et même vélos doivent être reliés de façon à proposer une offre complémentaire, efficace et donc attractive. C'est avec un cahier des charges nourri des contributions de chacun que le plan de transport a été imaginé. Nous avons souhaité promouvoir une vision dynamique et cohérente de l'offre de transport qui s'articule autour d'un triple objectif. D'abord, développer significativement l'offre de transport, plus 50%, sur le réseau du transport public urbain et sur le réseau SNCF, pour permettre une réduction sensible de la circulation automobile et de la pollution qu'elle engendre. Ensuite, de construire une offre de transport cohérente et complémentaire, articulée autour du nouveau grand pôle multimodal de Saint-Augustin. On va le voir sur la prochaine image. Voilà, donc vous avez le pôle Saint-Augustin qui est ici, et vous avez en réalité 4 grands pôles qui sont ici Lingostière, Lagartière et ici Pont-Michel. Enfin, favoriser l'émergence de nouveaux parkings relais pour faciliter l'accès au réseau de transport, notamment depuis les collines de Nice, ainsi que de l'extérieur de la ville. Évidemment, cette réflexion intègre
le projet de réaménagement de la promenade des Anglais qui se trouve ici, hein, et qui doit, elle également, être réaménagée. Notre schéma de transport urbain a pour objectif de coordonner en réalité plusieurs politiques. Alors je vais rapidement les aborder les unes après les autres. La première politique, c'est bien sûr la politique de stationnement. Il s'agit de créer des nombreux parkings relais pour encourager l'utilisation des transports en commun. Dans les 15 prochaines années, nous allons créer plus de 8000 places de parking relais. De dissuader le stationnement sur les lieux de travail dans les zones desservies par le train et le tramway, pour que les personnes ne trouvent en réalité pas de place de stationnement et pour qu'ils soient invités à prendre le tramway. Il s'agit de lutter contre le stationnement des voitures ventouses par la transformation de places gratuites en places de stationnement résidentielles. Il s'agit aussi de faciliter le stationnement à faible coût pour les résidents, de faciliter l'arrêt pour les services à domicile, pour les professionnels notamment de santé ou les artisans, de favoriser le stationnement de courte durée et à forte rotation nécessaire à la vie économique, et enfin encourager une réduction de l'usage de l'automobile par une politique tarifaire avantageuse dans les parkings publics pour les résidents. Le deuxième axe, c'est bien sûr la tarification des transports. En quelque sorte, la carte orange azuréenne, c'est une carte orange, c'est référence à la carte orange parisienne qui permet, avec un même titre de transport, d'utiliser tous les modes de déplacement. Donc la mise en place d'un titre de transport unique pour tous les transports publics sur le territoire de Nice va permettre de favoriser les déplacements sans voiture. Le troisième axe, c'est faciliter les déplacements des personnes à mobilité réduite. Nous souhaitons en effet développer la mise en place d'un transport à la demande pour les personnes handicapées, bien sûr aussi l'amélioration et l'accessibilité des points d'arrêt d'autobus et l'achat de matériel roulant qui soit complètement accessible. Le quatrième axe, c'est le vélo. C'est un mode alternatif à la voiture individuelle pour les petits déplacements quotidiens. Donc nous souhaitons à Nice construire progressivement un réseau continu de pistes cyclables qui soit à l'échelle de l'agglomération, sécuriser les déplacements à bicyclette par la modération de la vitesse des autres véhicules grâce à la construction d'aménagements de voiries adéquats. Enfin, développer une offre de stationnement spécifique pour les vélos qui soit simple, pratique, accessible et sécurisée, et cela à proximité des pôles d'activité, et étendre bien sûr aussi l'offre qui a été mise en disposition de bicyclettes, les vélos bleus, qui c'est une offre de location de vélos. Le cinquième axe, c'est organiser une logistique urbaine dans le cadre d'une démarche de développement durable de la ville. Enfin, le sixième axe, c'est accélérer le développement de la voiture électrique. C'est un axe de progrès fondamental qui portera sur le remplacement progressif du parc actuel de véhicules individuels et de véhicules de service par des voitures fonctionnant sans émission de gaz à effet de serre. Une offre publique de location de ce type de véhicule sera également mise en service sur le territoire de l'agglomération dès l'année prochaine. Je vais passer maintenant du réseau de Nice à ce visuel, cette cartographie qui représente en réalité à la même échelle les deux réseaux, que ce soit celui de Nice sur votre gauche ou celui de Strasbourg sur votre droite. Et vous avez les étapes de réalisation qui sont représentées de la manière suivante. La première étape, c'est la ligne en rouge, la seconde en bleu et la troisième en vert. Le réseau de Strasbourg a été réalisé en près de 13 ans, entre la date de la première mise en service en novembre 1995 et l'inauguration de la dernière ligne qui a été fin 2008. Il en sera à peu près de même, puisque Nice se mettra également en environ 13 ans
depuis la mise en service de la première ligne jusqu'à la réalisation du réseau tel que vous le voyez apparaître ici entre 2007 et 2020. À terme, ces deux réseaux seront très comparables. À Strasbourg, à l'heure actuelle, nous avons 39 km d'infrastructures, 68 stations. Il y a 3 dépôts pour les rames et 92 rames de tramway. À Nice, à l'horizon 2020, nous aurons 37 km d'infrastructures, 70 stations, 2 dépôts ateliers et 83 rames de tramway circuleront. Ce qui est important d'identifier sur ce schéma, c'est que pour les deux villes, la première ligne de tramway a été réalisée dans les corridors urbains pour lesquels la demande en transport public était la plus forte. C'est la ligne nord-sud pour Strasbourg en rouge, et c'est la desserte des 2 vallons principaux de l'hypercentre de Nice, sur le visuel de gauche à Nice. Après une première ligne, il y a évidemment toujours une seconde ligne. Et la deuxième ligne en bleu, en réalité, permet d'esquisser un début de maillage. À Strasbourg, la ligne bleue, c'est le début du maillage avec une forme en croix. Alors que sur Nice, le maillage se concrétise par 2 stations d'interconnexion entre la ligne bleue et la ligne rouge. Et en règle générale, la 3e étape de réalisation permet, elle, de réaliser véritablement le maillage et de desservir encore des quartiers non desservis. On voit au fur et à mesure que, d'une manière un peu tentaculaire, les réseaux de transport desservent de mieux en mieux l'ensemble du territoire urbain des agglomérations. La nouvelle ligne de tramway qui sera mise en service en 2016 empruntera en surface de Saint-Augustin au centre-ville avec différentes stations ici en bord de mer que vous pouvez voir. Fabron, Hôpital Lamballe, Magnan, un point important, Grosso. Donc nous serons en surface depuis en quelque sorte l'aéroport jusqu'à cette station Grosso. À partir de là, le tramway traversera le centre-ville dans un tunnel qui fera près de 3,6 km de long. Il sera équipé de 6 stations souterraines avec 2 stations d'interconnexion, la première à Jean Médecin et la seconde à Garibaldi. Nous sommes là vraiment au cœur de ville, au cœur dense de l'agglomération. Et c'est notamment cette innovation ou cette proposition de tunnel souterrain qui a été proposée après cette phase de concertation qui a été particulièrement longue et enrichissante. Après le port, nous allons revenir en surface pour desservir en profondeur l'ensemble du quartier du port avec un terminus à Riquier où nous avons une gare SNCF qui permet d'avoir les correspondances avec le train, notamment en destination de Monaco. Et vous voyez se redessiner ici l'ensemble du réseau. Donc en rouge, les lignes de tramway en projet. En bleu ici, la ligne existante. Voilà. Avec les 4 points modaux qui sont prévus. Saint-Augustin, Lingostière, Thiers et Pont-Michel. La nouvelle ligne Est-Ouest, qui sera mise en service en 2016, propose la réalisation d'une infrastructure de 14,8 km de long pour un coût d'objectif de près de 730 millions d'euros hors taxes. Cette ligne a vocation à être méditerranéenne par les nouveaux paysages du tramway et leur potentiel à permettre une pratique culturelle méditerranéenne de l'espace public. Ici, dans la ville du 19e, donc la ville du centre, nos urbanistes proposent de préserver la ville. Ce n'est pas seulement préserver la forme urbaine, c'est aussi préserver les riverains, l'économie, les utilisateurs de cette ville. C'est la raison pour laquelle le tramway circule à cet endroit-là dans un tunnel.
La station doit être aussi simple qu'une rue, qu'il y ait une grande lisibilité de la station, comme si on était en surface, comme si on traversait la rue. Le choix d'un tunnel répond ici à plusieurs objectifs. D'abord, favoriser une vitesse commerciale très performante dans le secteur le plus dense de la ville, là où la clientèle du tramway sera la plus nombreuse. Ensuite, offrir une forte fréquence et réserve de capacité du système de transport pour accueillir non seulement les clients d'aujourd'hui, mais accueillir également les clients de demain et permettre d'avoir un développement en termes de fréquence et de capacité devant nous. Ensuite, optimiser la desserte de l'hypercentre économique et touristique alors que les rues sont très étroites et comportent de très nombreuses activités économiques. Il s'agit aussi, en mettant le tramway en souterrain, de pouvoir conserver le site propre bus qui est en surface dans l'hypercentre et voire même éventuellement le développer. Et enfin, dernier élément important, parce que Nice a subi avec difficulté les phases de chantier de la réalisation de la première ligne. Donc il s'agit, en passant en souterrain, de limiter l'impact économique d'un chantier de tramway en surface. Dans le second tronçon, on est là dans le tronçon littoral. C'est le tronçon en quelque sorte du XXe siècle. Et nos urbanistes cherchent à plutôt révéler la ville du XXe siècle au travers des aménagements urbains qu'ils proposent. Ce secteur de la ville moderne, de par ces bâtiments qui sont situés entre mer et colline, permet en quelque sorte de relier la ville historique à l'est avec la nouvelle ville qui est là dans la vallée du Var. L'ambiance qu'on aimerait bien représenter, qu'on voit représentée dans cette perspective, avec ce rapport entre la mer et montagne, c'est la promenade qui doit en quelque sorte rentrer dans l'avenue de la Californie côté mer, et au contraire, de l'autre côté, sur les carrefours, c'est la colline qui doit descendre vers l'avenue de la Californie. Donc le tramway à cet endroit-là doit être en quelque sorte un lieu de rencontre entre la montagne et la mer. L'un des enjeux est que les aménagements du tramway révèlent en quelque sorte une des plus belles villes linéaires et côtières du XXe siècle en France. Alors vous l'avez vu sur le visuel, je ne vais pas tout vous dire, mais il s'agit bien sûr d'un site propre au tramway entre mer et montagne de près de 5 km de long, avec 8 stations, un couloir de bus en surface sur la promenade des Anglais, une plateforme tramway encasonnée, des alignements d'arbres méditerranéens, etc., etc. La troisième section, c'est la ligne nord-sud, ici, qu'on voit là, dans la plaine du Var, avec l'aéroport qui est tout au sud. Il s'agit à cet endroit-là de créer la ville du XXIe siècle dans la vallée du Var. Et cela constitue effectivement un enjeu majeur pour assurer le développement de l'agglomération niçoise. Avec l'aéroport, le pôle multimodal de Saint-Augustin constitue une nouvelle entrée de ville. Comme les gares l'ont été au XIXe siècle, ces nouveaux pôles multimodaux seront des nouvelles entrées des villes du XXIe siècle. Le tramway constitue en fait ici l'épine dorsale d'un projet urbain éco-cité avec 6,3 km d'infrastructures dans un nouveau quartier de ville verte et d'éco-quartier. Alors ce tramway il va desservir des équipements existants, bien sûr l'aéroport tout au sud. Vous avez ici le grand centre administratif avec la préfecture qui est dans ce secteur-là. Hein. Vous avez des équipements, des habitations, également des infrastructures et des collèges qui sont à cet endroit-là, mais également des équipements à venir. Nous avons ici un grand stade qui est prévu et qui sera réalisé en 2015 pour permettre de recevoir et d'organiser la Coupe d'Europe de football à Nice. D'ailleurs, je vous invite à cette occasion de venir. Vous pourrez voir un très beau spectacle de football. En prenant le tramway, nous aurons un écoquartier à côté, donc avec un grand parc, un central park qui sera aménagé ici, et toute une zone d'urbanisation nouvelle qui est prévue à cet endroit-là. Nous sommes dans un environnement complexe, puisque nous avons ici un fleuve qui est le Var,
qui est classé Natura 2000, avec des réserves botaniques, des réserves faunistiques intéressantes. Donc vous voyez, avec la dimension liée à l'agriculture et à l'exploitation de certaines exploitations agricoles, nous avons ici un ensemble de données qui font de cette éco-vallée vraiment un territoire de développement exemplaire en France en matière de développement durable. L'évaluation des impacts énergétiques et en CO2 de notre projet d'évaluation de tramway se décompose en réalité en 3 étapes. D'abord, établir une bonne connaissance des déplacements concernés par le projet. Ensuite, évaluer les voyages kilomètres reportés de la voiture vers les transports publics. Et enfin, évaluer les gains en énergie et CO2 liés à l'ensemble des reports modaux. Ainsi, au titre de la première étape, les études socio-économiques réalisées au stade des études préliminaires permettent d'estimer la fréquentation du réseau de transport urbain de Nice à l'horizon de la mise en service en 2017, de la manière suivante. Nous attendrons près de 110 000 voyages quotidiens sur la ligne 2. Nous aurons 7 000 voyages supplémentaires qui seront induits sur la ligne 1. Enfin, au total, près de 220 000 voyages quotidiens sur le réseau tramway, lignes 1 et 2, et près de 400 000 voyages quotidiens sur l'ensemble du réseau tramway plus bus. Bien sûr, tout cela permet d'avoir un bilan carbone et d'établir ce bilan carbone. Ainsi, le bilan carbone du projet sera le suivant. Donc la création de la ligne 2 entraîne une réduction de 200 000 véhicules kilomètres par jour, soit près de 50 millions de véhicules kilomètres par an. Cela représente un gain annuel en énergie de 3 900 tonnes équivalent pétrole, un gain annuel de près de 12 400 tonnes d'équivalent CO2, et pour ce qui concerne le carbone, donc un gain annuel de moins 2 500 tonnes équivalent carbone. Et cela, ça tient compte de 3 éléments essentiels qui sont 1. L'impact circulation, la réduction de la circulation, c'est moins 3 400 tonnes équivalent carbone par an. Par contre, il y a un impact positif, c'est bien sûr la construction de l'infrastructure tramway avec plus 440 tonnes équivalent carbone par an, et un impact positif aussi pour l'exploitation du tramway qui est évalué à 460 tonnes équivalent carbone par an. Donc au total, nous avons malgré tout un gain de près de 2500 tonnes équivalent carbone annuel. Vous l'avez compris, la mobilité des hommes caractérise significativement le dynamisme social et économique du territoire. C'est particulièrement le cas de la Côte d'Azur, pour laquelle notamment le tourisme est un pôle d'activité essentiel qui mobilise près de 40% des emplois. Pour la France, la réalité du changement climatique impose de diviser par 4 d'ici 2050 les émissions de gaz à effet de serre produites par les activités humaines. La Côte d'Azur ne fait pas exception à cet impératif, et les émissions liées à la mobilité des personnes sont, de par leur nature, le premier enjeu de la lutte contre l'effet de serre. Lorsqu'il sera impératif et accepté par tous que les émissions devront réduire coûte que coûte et rapidement, à ce moment-là, il sera encore temps d'isoler les bâtiments, de chauffer moins, d'adapter nos modes alimentaires, nos pratiques agricoles et l'usage de produits industriels fortement carbonés. Tout cela aura des conséquences sérieuses sur nos comportements et nos modes de vie. Mais aucune de ces évolutions n'aura probablement autant de conséquences sociales et économiques qu'une réduction forcée de la mobilité si elle n'est pas préparée à l'avance. Ainsi, et c'est peut-être ça le message qu'on a envie de vous donner aujourd'hui, notamment à cette jeune génération qui est dans cette salle, un territoire organisé de telle façon à ce que sa mobilité soit efficacement peu carbonée
disposera dans l'avenir d'un avantage certain par rapport à d'autres territoires. Dans ce contexte, il est impératif de développer dès aujourd'hui une pratique de transport proche de 10 grammes équivalent carbone par voyageur et par kilomètre. Les solutions de transport public répondent à cet impératif, mais ne sont pas en mesure d'assurer les volumes nécessaires. Pour autant, le report modal vers les transports publics doit être soutenu. La voiture individuelle aura probablement encore, en 2050, une place prépondérante, à condition qu'elle se plie à l'objectif de passer de 35 grammes équivalent carbone par voyage par kilomètre à près de 10 grammes équivalent carbone. On présume aujourd'hui que les évolutions techniques assureront 50% de ces progrès et que le solde pourrait se faire en améliorant l'utilisation du parc automobile, c'est-à-dire en utilisant 3,6 sièges par voiture plutôt que 1,85 sièges comme c'est le cas aujourd'hui en France. Concrètement, pour les différents segments de la mobilité des personnes, on envisage de promouvoir les solutions suivantes. Bien sûr, le TGV pour les longues distances, de 2 à 5 grammes équivalent carbone par kilomètre et par voyageur. L'utilisation des trains régionaux pour les distances intermédiaires. Et enfin, pour les zones urbaines, priorité aux modes doux, les bus, le tramway, les piétons, le vélo. Un ensemble de mesures d'accompagnement pour amplifier les impacts positifs en matière de développement durable sont associés à notre plan politique de transport. Bien sûr, la mise en service de nouveaux matériels, notamment des nouveaux bus moins polluants, sans CO2, des bus électriques, permettant un meilleur confort dans les trajets journaliers. Ensuite, la mise en place de l'auto en partage et de l'auto électrique, et cela en libre service dès la fin de l'année prochaine. Le développement des vélos bleus. À Nice, nous avons aujourd'hui 120 stations et la mise en circulation de 850 vélos bleus que vous pouvez louer pour vous promener dans la ville. Bien sûr, la mise en place d'un abonnement unique qui permet d'utiliser tous les modes de transport urbain, le tram, le bus, le train, le vélo, Autolib. La réalisation d'un vaste plan de stationnement avec la création de nombreux parkings relais permettant d'augmenter notre capacité de stationnement de 50%. Et enfin, la livraison en 2011 d'un site propre sur la promenade des Anglais qui permettra d'accueillir nos bus nouvelle génération, des bus à très haute qualité environnementale pour ne pas asphyxier la promenade. Pour notre projet de tramway, toute une démarche de développement durable est engagée tant en amont, dans la conception des aménagements urbains et de la plateforme, que dans les choix technologiques, l'équipement et l'exploitation du système tramway, ainsi que pour les aspects économiques et culturels. Cette démarche de développement durable est en réalité un véritable fil rouge dans la vie du projet. Notre cahier des charges intègre l'obligation de cette démarche dès la conception. À Nice, nous avons retenu 5 finalités. Je ne vais pas vous les lire, mais vous voyez, ça va de la lutte contre le changement climatique et protection de l'atmosphère, jusqu'à la préservation de la biodiversité, la protection des milieux et des ressources, l'épanouissement de tous les êtres humains, la cohésion sociale et solidarité entre des territoires et générations, et enfin la 5e finalité, les dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables. Pour le tramway de Nice, nous avons retenu 2 finalités prioritaires, à savoir la lutte contre le changement climatique et la protection de l'atmosphère, et la cohésion sociale et la solidarité entre territoires et générations. Pour chaque finalité,
les grandes thématiques sont déclinées en objectifs. Par exemple, pour la finalité 1, la lutte contre le changement climatique et protection de l'atmosphère, les objectifs sont les suivants: la maîtrise des consommations d'énergie, le fonctionnement limitant les impacts environnementaux en matière d'énergie, le développement de l'éco-construction ou encore l'articulation avec l'urbanisme pour garantir la maximisation de l'utilisation du tramway. Ces finalités ont des traductions concrètes importantes dans la conception du tramway, des stations, du dépôt, des abords des stations, des équipements immobiliers urbains, des espaces publics et de l'accompagnement artistique. Pendant toute la durée du chantier, elle requiert un suivi et une gouvernance dédiée. Ainsi, un groupe de travail spécifique a été mis en place pour cette démarche de développement durable, copiloté par la direction tramway que je dirige et la direction de l'environnement, et cela intègre en quelque sorte toute l'administration de la collectivité. Alors, plusieurs outils, bien sûr, cette instance d'orientation de développement durable, la mise en place de grilles d'analyse et de définition des cibles, une empreinte de développement durable qui, mois après mois, permet de visualiser très concrètement comment le projet avance et comment il tient compte de ses objectifs. Enfin, l'établissement de fiches de synthèse. C'est une véritable assistance à maîtrise d'ouvrage, spécifiquement orientée sur le développement durable, qui est mis en place à l'occasion de la réalisation d'un projet de tramway de ce type-là. Et c'est en France des outils assez nouveaux, et en quelque sorte, on est en train de les concevoir en même temps qu'on les utilise. Voilà, avant de conclure, et après avoir longuement évoqué l'avenir des transports publics en France et à Nice, je vous propose de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur du temps, ne serait-ce que pour vous rendre compte que le tramway avait fait son apparition en Nice dès 1878. Ce réseau de près de 166 km a, comme dans de nombreuses villes françaises, été démonté dans les années 50-60. C'était d'ailleurs également le cas à Strasbourg, où le 1er mai 1960, la ville avait organisé une grande parade pour fêter la disparition du tramway en ville. Vous avez là quelques dates qui permettent de reconstituer cette histoire chahutée du tramway en ville. Mais il est intéressant de constater qu'aujourd'hui, avec la première ligne de tramway de Nice et le schéma de transport public à l'horizon 2030, le tramway rime avec modernité, avec efficacité, avec urbaniste responsable et aussi avec développement durable. Vous l'avez compris, et je crois que je suis à peu près dans les temps, notre plan de transport nourrit de grandes ambitions. Il est au service de nos habitants, de son activité économique et donc de ses emplois, mais aussi garant de notre développement durable et donc d'une meilleure qualité de vie. Il se veut volontairement équilibré pour que chacun puisse s'y retrouver. Sa conception s'est réalisée dans un climat de dialogue ouvert et constructif avec la population. Pour conclure, je rappelle que l'Institut de veille sanitaire a démontré que sur une année à Nice, l'impact de la pollution atmosphérique se traduit par plus 150 cas de décès par anticipation en raison de maladies cardiovasculaires et respiratoires. Uniquement pour la ligne 2, le potentiel naturel de réduction de CO2 est évalué à 12 400 tonnes de CO2 par an. Le développement durable est par conséquent un enjeu majeur de santé publique afin de réduire fortement l'impact sanitaire de la pollution atmosphérique. L'ensemble des actions que je vous ai présentées contribuent dès à présent à diminuer ces émissions sur notre territoire et ainsi à faire de celui-ci un territoire durable. C'est un défi que les Niçois
ont décidé de relever tous ensemble. Merci pour votre attention. The term is and transportation policy in France と題しまして、マルク氏にお話をいただきありがとうございます。それではここで、お時間をいただきましてですね、会場の皆様の方からのご質問をお受けしたいと思いますが、ご質問のある方は先ほどと同じように挙手いただきまして、ご所属とお名前をお願いしたいと思います。それではご質問ある方、一番前の方、はい。アンダー財団の南と申します。フランスのことを大学院の方で研究しておりまして、去年の調査でニースの方に行かせていただいて、非常に素晴らしい電車で、お客さんも多いと聞いて、非常にフランスの中でもすごいプロジェクトだなと思って見てます。で、2点質問なんですが、1点目が財政のことで、実はニースに行ったときにお話を伺って、ニースは非常に路面電車の建設がフランスで一番高かったと。で、その反面、交通負担金額、ブラスモントランスポールという交通税のその税収が他の都市に比べて小さかったと。財政面で非常に苦労されているということで、今度は2キロ線では地下線も入るということで、非常にまた建設費がかかるんですが、この辺の財政の問題はどのように特に2号線ではされるのでしょうかと。それが1点目で、2点目は、やはりこれだけ大きな巨額の建設費を使って、住民の合意をどのように取り付けたか。で、住民はやはりこの支出に対して住民の賛同を得るために得たポイントというのをぜひちょっと教えていただきたいと思います。Oui, alors j'ai pas tout entendu parce qu'il y a une partie de la traduction que j'ai pas saisie. Donc votre intervention porte sur le coût de la construction, le versement transport et le fait que le tunnel soit plus cher et comment en réalité la population a pu réagir par rapport à cela. Alors je vais commencer par la seconde partie de votre question et cela permettra de mieux comprendre en fait la réponse sur les coûts. En réalité, nous avons travaillé pendant de longs mois sur un projet de tramway qui devait, comme je vous l'ai expliqué, s'installer sur la promenade des Anglais. Ce projet a été très fortement critiqué par la population. En quelque sorte, la promenade des Anglais à Nice, c'est les Champs-Élysées à Paris. C'est le fonds de commerce touristique de la ville. C'est en quelque sorte l'écrin de la ville. C'est l'endroit auquel il ne faut pas toucher. Et les Niçois nous ont dit que, certes, nous avons de grands problèmes de transport. Nous souhaitons laisser nos voitures dans nos garages, mais il faut que vous trouviez un système de transport qui préserve notre ville et qui préserve la culture de notre ville. Et beaucoup de Niçois nous ont dit, peu importe les coûts, on n'investit pas pour 2 ou 3 ans. Dire, nous sommes en train de réaliser un projet de transport public qui va exister pendant 50 ou 100 ans. Et l'investissement que nous ferons aujourd'hui, ce doit être un investissement durable. Alors vous avez raison, Nice n'est, malgré les apparences, pas une ville très riche, puisque, vous l'avez souligné, le versement transport qui est récolté par l'agglomération et qui permet de récolter près de 50 millions d'euros par an, est un versement transport qui, comparativement à d'autres villes françaises de la même importance, est relativement faible. Puisque, je rappelle, le versement transport est une taxe qui est ponctionnée sur les entreprises qui ont plus de 10 salariés, donc il faut avoir plus de 10 salariés, et sur la masse salariale de ces entreprises-là. Nice, son industrie, c'est le tourisme. Il n'y a pas de grandes industries métallurgiques, ni de grandes industries de santé, ni de grandes industries agroalimentaires. Et donc, nous avons effectivement un tissu très dense de petites sociétés, avec beaucoup qui ont moins de 10 employés,
Et donc, cela permet d'expliquer pour la raison pour laquelle le versement transport récolté est relativement faible par rapport à d'autres villes. Cela étant, cette concertation et la prise de conscience qu'il fallait trouver des solutions pérennes de transport public a convaincu tout le monde. Et j'ai assisté le 9 octobre dernier, 2009, à la présentation de ce schéma de transport par Christian Estrosi, le maire de la ville. Il avait convoqué 600 personnes qu'il avait rassemblées, comme aujourd'hui ici, vous tous dans cette salle. Il avait tenu secret son choix. Et tout le monde était persuadé qu'il allait annoncer la poursuite du projet tramway sur la promenade des Anglais. Après 1h30 de présentation, dans le dernier quart d'heure, il a annoncé et montré ce que je vous ai montré pendant cette 1h30. Je peux vous dire que c'est la première fois que j'ai vu une salle se lever, applaudir le maire pour ses propositions. Donc voilà, en quelque sorte, quelques éléments de réponse qui permettent de comprendre pourquoi, même si nous avons un projet certes plus coûteux, la ville de Nice a décidé de faire cet investissement, mais nous le faisons aussi parce que nous sommes persuadés que cet investissement est plus efficace, parce que nous aurons une vitesse commerciale plus attrayante, donc une capacité à faire en sorte que plus de concitoyens utiliseront encore le tramway, parce qu'il sera plus efficace, plus moderne, et qui répondra le mieux aux attentes de nos habitants. Voilà, j'espère avoir à peu près à vos questions. はい、ありがとうございます。それでは他に何かご質問あるでしょうか。ソウル担当しています榎木田と言います。確か2005年だったと思うんですが、まだ1号線が工事中の時に一度届いたことがありまして、その時の、現地の新聞とかを、あまりフランス語は上手できちんと読みませんのでわからないんですが、沿線の商業者の方たちが、結構反発をしていたという記事が、何回か載ったことがあるかと思うんですが、それは先ほど工事の負荷をこれからの路線は下げるということが言われたかと思いますけれども、それは工事に対する、不満だったのか、それともトラム自体に対する不満であったのかということを一点お聞きしたいと思います。それと一般の市民というですかね、実際に乗られる、通勤とか観光に乗られる方と、沿線で商業をやっておられる方とのトラムに対する、意識の違いというのは何かあって、もしあるとすればどういうふうな対策を取られたのかということをお聞きしたいと思います。Oui, vous avez raison. Vous étiez à Nice à un moment où je n'y étais pas d'ailleurs, puisque j'ai rejoint Nice il y a de cela maintenant près de seulement 2 ans, donc en 2009. Mais mes collègues me rappellent souvent les difficultés qu'ils ont eues en termes de gestion de chantier durant cette période qui a été particulièrement difficile. Il faut dire que au corps défendant de mes collègues, nous avions eu à Nice toute une série de difficultés, et notamment les techniques modernes d'organisation de chantier telles que nous les avons mis en place à Strasbourg ou à Grenoble ou à Paris, dans d'autres villes, montrent bien que on peut réaliser des projets tramway en surface en réduisant au maximum les impacts. Mais vous avez raison. En règle générale, quand on construit la première ligne, on a toujours affaire à une opposition, bien sûr, des commerçants et quelquefois des riverains. Ce fut d'ailleurs le cas à Strasbourg également. Moi, je me souviens très bien à Strasbourg où des gens interpellaient le maire en leur disant « Mais monsieur le maire, vous voyez cette rue au centre-ville, déjà aujourd'hui, on n'y circule pas. Aujourd'hui, on a 2 trottoirs, on a un couloir bus, on a un peu de stationnement, on a 2 voies de circulation. C'est embouteillé du matin au soir. Mais en plus, vous voulez rajouter du tramway, mais ça ne peut pas fonctionner. » Et les gens avaient plein de bon sens en disant cela. Et à l'époque, le maire leur disait « Mais attendez,
Il ne s'agit pas de rajouter le tramway à une situation existante, il s'agit au contraire de modifier la situation existante pour que le tramway trouve naturellement sa place. C'est une chose de le dire, c'est une autre chose de le vivre. Et en quelque sorte, une première ligne de tramway, c'est aussi une action pédagogique vis-à-vis de l'ensemble des citoyens. Parce qu'au fond, quand vous faites une concertation au moment d'une première ligne de tramway, vous concertez avec la fantaisie, avec ce que chacun imagine de ce que pourrait être le tramway. Et vous avez une concertation avec des gens qui ne savent en réalité pas très bien comment l'espace va se transformer. Parce que la plupart du temps, nos concitoyens ont énormément de mal à se glisser dans un environnement urbain qui se modifie. Donc ils ont du mal à imaginer comment le paysage va évoluer. Et ils ont encore beaucoup plus de mal à imaginer comment, dans ce nouveau paysage, quelles vont être les fonctions nouvelles et comment ils vont, en quelque sorte, utiliser ces nouvelles fonctions de transport dans la vie. Donc tout le fonctionnement, ils ne savent pas l'imaginer du tout. Hein. Donc en réalité, quand vous faites donc cette première ligne, vous avez une action pédagogique qui est faite avec l'ensemble des citoyens. Et ça passe par de la communication. Vous avez vu le journal. À l'époque, généralement, quand vous faites une première ligne, tous les jours, il y a des articles de journaux sur les travaux du tramway. Mais je vous rassure, ça continue après. Une fois que c'est en exploitation, il y a tous les jours encore des articles sur le tramway, parce que c'est devenu un outil quotidien. De temps en temps, c'est un peu en panne, de temps en temps, ça fonctionne bien, de temps en temps, ça accueille plus de monde. Et d'ailleurs, quand vous vous lancez ensuite dans une deuxième ligne de tramway, avec une deuxième concertation, tout d'un coup, vous avez plus des personnes, des concitoyens qui sont là en ne sachant pas très bien ce que c'est qu'un tramway. Tout d'un coup, vous avez une salle qui est remplie de spécialistes de tramway. Et donc, tout le monde sait beaucoup mieux que vous, techniciens, comment il faut réaliser la deuxième ligne. Et tout le monde est en capacité de dire, cette deuxième ligne, il faut qu'elle soit comme ceci, comme ceci, comme cela. Donc on voit bien que tout ce travail de concertation, c'est un travail d'accompagnement de l'opinion publique, où il faut sans cesse revenir sur le métier et faire évoluer la mentalité des gens en même temps que la ville elle-même et les paysages de la ville elle-même évoluent. Il y aurait beaucoup de choses encore à dire sur les commerçants, mais je vais volontairement arrêter là. C'est un sujet, on pourrait passer une bonne matinée, ne serait-ce que sur ce sujet-là.はい、よろしいでしょうか。はい、それではまだお時間がございますので、他に何かご質問ございますでしょうか。ありがとうございます。地球環境学部の森です。今日の話は都市というニースという都市という話もあったんですけれども、タイトルがトランスポーテーションポリシーに関すということで、フランス全体の話を2つお伺いしたいと思いますが、つまりそれは日本でこういう政策を進めようとしたときに、おそらく2つのところからすごく反対が起こるんじゃないか。で、一つは自動車会社。つまりこういうこの都市で温暖化、あと CO2 を減らす、公共交通を増やすというのはコンセプトとしてはいいけれど、それは日本の自動車会社から見れば自分たちの自動車が売れなくなるんです。これはフランスで言えばルノーの会社の車が売れなくなるんです。こういうことで反対が起こるんじゃない。日本だったらこういう反対が起こるので非常にやりにくいと、こういうふうに政策担当者の人も言う場合が多くです。でこれについてフランス国内ではどういう議論があったのかということを言ってみたいです。でもう一点は日本の場合ですと、おそらく地方、例えば県とかから反対と、地方公共団体から反対が起こると思います。それは予算の配分の中で、つまり都市の交通と公共交通を充実させるということをやると、農村部、あるいは都市と都市を結ぶインターシティの道路、あるいは鉄道への投資というのが減ってしまうんです。つまり限られた予算の中で、都市への配分が多くなって、地方への配分が少なくなる。それは地方の都市にとっても、あるいは地方の農村部にとってみれば不利になってしまう。だから反対。こういうような議論が起こるんじゃないかと、日本の場合には起こるんじゃないかと思いますけれども、
フランスでこういう議論があったということを、お話しいただければと思います。Alors, deux sujets. Le premier sujet, c'est en quelque sorte la croissance verte. Aujourd'hui, en France, c'est une thématique qui est évidemment mise en avant par l'ensemble des médias. Et aujourd'hui, nos constructeurs automobiles français sont très préoccupés par ces sujets-là. Vous le savez, les grands constructeurs automobiles français travaillent aujourd'hui sur la production de voitures nouvelles, notamment des voitures électriques. L'objectif à terme, c'est de faire en sorte que ces voitures électriques moins polluantes puissent être produites en plus grand nombre et remplacer progressivement les voitures traditionnelles qui fonctionnent à l'essence. Donc on est bien comme, et ça c'est un peu en écho à la première intervention de tout à l'heure, sur une dynamique économique qui veut que aujourd'hui nos constructeurs français se positionnent sur des segments d'avenir et voient plutôt positivement le fait qu'on puisse évoluer vers des matériels moins polluants, vers des technologies nouvelles qui font également d'ailleurs progresser nos centres de recherche, nos ingénieurs, qui les obligent à trouver de nouvelles solutions. Et tout cela produit de la croissance verte. Et je pense qu'en cela, c'est tout à fait positif. Et c'est en France, me semble-t-il, cet état d'esprit qui règne. Et personne, du bien personne, n'oserait venir devant des caméras de télévision en disant qu'il faut maintenir les voitures traditionnelles au motif de problèmes économiques. C'est bien le contraire. Donc c'est une dynamique de croissance verte qui aujourd'hui est engagée. D'ailleurs, l'écoquartier dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un écoquartier dans lequel on a pour ambition de développer des centres de recherche, de développer éventuellement des unités de production pour justement des produits, des matériels de cette nouvelle génération. Ensuite, le deuxième aspect, c'est sur, au fond, comment travaillent ensemble les différents échelons des collectivités territoriales, que ce soit les villes, les communautés d'agglomération, les départements, les régions, l'État. C'est un vaste sujet en France. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Bien sûr, il y a, et vous le savez visiblement aussi bien que moi, il y a des répartitions, il y a entre autorités organisatrices, puisque ce sont les villes et les comités d'agglomération qui sont plutôt en charge du transport urbain, les départements plutôt des transports départementaux et les régions, les transports régionaux, hein, donc la SNCF. Donc chacun a sa compétence. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que on a de plus en plus aujourd'hui une réflexion sur la réorganisation de nos collectivités territoriales. Ainsi, par exemple, sur Nice-Côte d'Azur, entre Nice-Côte d'Azur et le département des Alpes-Maritimes, nous n'avons plus qu'un seul service transport. C'est un seul fonctionnaire qui est à la tête des deux administrations. Et à l'heure actuelle, au Parlement, il y a un projet de texte sur les nouvelles métropoles qui vise à unifier en quelque sorte le département et Nice-Côte d'Azur pour n'en faire plus qu'une seule entité. Hein, donc vous savez sans doute qu'en France, il est question de créer une dizaine de métropoles. Nice sera l'une de ces métropoles et le département et la ville de Nice et la communauté d'agglomération travailleront donc forcément ensemble avec des financements qui vont ensemble. Mais vous avez raison, cet nouvel esprit de coopération en quelque sorte entre les collectivités territoriales va nous amener à faire en sorte que l'argent soit bien investi au centre pour les transports urbains, là où nous avons besoin de transports urbains, sans pour autant oublier les zones de campagne où nous devons là également proposer des services, services à la personne, pour les personnes handicapées, des services de transport de proximité. Donc nous sommes bien évidemment soucieux de ces deux parties, de ces deux aspects. J'espère avoir répondu à vos questions. よろしいでしょうか。はい、それではもう少しだけ時間の方ございますので、あと一つか二つ質問をお受けしたいと思いますけれども。すいません、学研なんです
けれども、京都造形大学の方で建築を、専攻しております。実は去年、ニースのことは知らなかったんですけれども、日本に鎌倉という過去があるんですけれども、先生はご存知かどうかわからないんですけれども、そこで鎌倉という都市もニースと似ていて、海と山に挟まれていて、で、宿と呼ばれるところを通らないと道路も街の中に入ってこれない状況なので、そこでフィールドワークをした時なんですが、僕らのチームは同じようにこのトラムの方の、鎌倉でやってみたらどうかということで提案をしてみたんですけれども、その前にちょっと自分で考えた時に思ったことが、トラムと既存の電鉄路線の共存っていうのは本当に可能なのかということなんですけども、このラインを見る限りでは、ライン2とライン3の通っているラインっていうのが、海岸沿いなんですけども、それに沿ってちょうど同じ形で、私鉄か国営の電鉄か分かりませんが通っていますが、こことの共存っていうのはどのように考えていらっしゃるのかということを、僕のチームでは、JR が国鉄、旧国鉄なんですけど、JR が鎌倉には通っているんですけども、それを撤廃してしまえというような形で、そこにトラムをそのまま線を作ってしまえば費用的に安くなるんじゃないかとか考えたりしてたんですけども、そこら辺をお伺いして。Oui, vous avez raison. Nous avons côte à côte une ligne de tramway, une ligne SNCF pour les transports régionaux, une ligne SNCF pour les transports nationaux, et bientôt nous aurons sur le même axe un TGV à l'horizon à peu près de 2022-2023. Et vous avez raison, donc nous avons sur un axe littoral, parce qu'on est entre la mer et la montagne, donc un espace extrêmement resserré où on sait faire passer des infrastructures, ces trois infrastructures ferroviaires. Mais en réalité, elles sont pas concurrentes, parce qu'elles assurent des services complémentaires. Un tramway, par définition, s'arrête tous les 400 mètres. Un transport SNCF de type, en quelque sorte, transport d'une grande zone urbaine, le train va s'arrêter tous les 3 ou 4 kilomètres en centre-ville. Et le TGV, il va s'arrêter une fois. Donc ce n'est pas les tracés qui font la desserte, c'est bien le nombre d'arrêts et leur positionnement et la fréquence des véhicules qui utilisent cette infrastructure, qui en font soit une desserte urbaine, soit une desserte interurbaine, soit une desserte nationale, voire internationale. Voilà. Et donc, même si ces trois infrastructures sont dans le même corridor, elles n'assurent pas les mêmes fonctions de transport. Et de ce point de vue-là, tout l'enjeu d'un schéma de transport tel que je vous l'ai présenté tout à l'heure, c'est de faire en sorte que ces trois modes de déplacement soient complémentaires. C'est pour ça que nous avons ces 4 points d'arrêt, respectivement Saint-Augustin, Gartière, Lingostière et Pont-Michel, pour qu'à ces endroits-là, les différents réseaux se retrouvent, donc les points d'arrêt se retrouvent, et pour qu'on puisse faire la correspondance entre ces différents modes. Mais non seulement entre le train et le tramway, mais également avec les bus, les vélos, les autos, les parkings relais, etc. I think it's the extension of the vast extension of the tram network in Leeds and Kotajo. This might be most efficient, most effective way of improving the urban transport systems, especially for the landscape. But I think it's the I wonder actually whether the extension of tramways, provision of vast tram network, is actually a guarantee. The increase of the
the public transport the passengers or helping to increase of the mode share of the public transport because I'm worrying because it's the provision of construction of the tramway will take passengers from the existing bus passengers rather than from the private car travel, private car traffic actually. For example, in the case of Seoul, the Seoul city government provided quite fast network of the urban railways. But actually, in the last 10-15 years, the share of the public transport is not changing, around 60 or 62%. It means the urban railway actually will take the passengers demand from the existing bus actually. So I'm saying just provision, just the extension of the tramway does not guarantee actually the increase of the bus demand actually. What is your the measures against the such risk? Thank you. Oui, alors, c'est évidemment toujours, vous avez raison de mettre le point sur cette affaire-là. Cela étant, en France, nous sommes en matière de transport dans une situation de rattrapage, avec aujourd'hui un positionnement prédominant de l'usage de la voiture individuelle. Et pour remporter des parts de marché, d'ailleurs, dans mon exposé, je vais essayer de le démontrer, nous sommes aujourd'hui, en investissant dans les transports publics efficaces, et notamment dans les moyens lourds de transport urbain tels qu'un tramway, en capacité de faire en sorte qu'il y ait un report modal de la voiture vers le transport public. Alors, bien évidemment, c'est une course contre la montre, puisque on sera tout le temps obligé d'améliorer effectivement nos systèmes de transport public. Mais en même temps, je peux comprendre aussi des chiffres, mais ces chiffres que vous avez cités sur Séoul, moi j'en fais un autre parallèle, c'est qu'il faut regarder, par exemple chez nous en France, l'évolution des pratiques de la mobilité, et notamment aussi l'évolution de l'usage de la voiture elle-même. On s'aperçoit en France, par exemple, que depuis après près d'une vingtaine d'années où on a constaté une évolution positive de la mobilité, c'est-à-dire où les gens allaient chaque année après année se mouvoir plus dans leurs fonctions quotidiennes pour aller au travail, pour aller faire des loisirs, etc. On s'aperçoit maintenant que depuis près de 2 ans, on a plutôt une stabilisation, voire une stagnation de la mobilité. Donc les gens se déplacent un peu moins globalement, en moyenne, qu'ils le faisaient il y a 2 ou 3 ans. On voit également que les investissements, notamment en matière d'achat de véhicules, sont là aussi plutôt en train de baisser. Donc on voit que tout cela, ça nous amène à une forte demande de transport public. Et ce que nous observons en France, c'est que l'augmentation de l'offre est le vrai moteur pour le transfert modal de la voiture vers le transport public. Et nous travaillons évidemment sur cet aspect-là. Alors de là à dire que c'est les usagers du bus qui vont sur le tramway, bien sûr, une certaine part des usagers du bus iront sur le tramway. Mais par exemple sur l'axe est-ouest, celui de la promenade des Anglais, nous avons aujourd'hui dans le bus près de 70 000 personnes par jour dans les bus urbains et près de 20 000 personnes par jour dans les bus interurbains. Donc ça fait au total près de 90 000 voyages par jour. Demain, avec le tramway, nous pourrons accueillir près de 150 000 voyages par jour, alors que le réseau de bus est aujourd'hui saturé. On ne peut plus recevoir de nouveaux clients. Donc vous faites la différence entre 90 000 et 150 000, ça fait 60 000 personnes en plus que nous pouvons recevoir sur notre système de transport public. Et c'est bien là l'enjeu, c'est que demain, de nouvelles habitudes de transport puissent être prises
et de créer là justement une offre de transport public attrayante. Et aujourd'hui, nous sommes très clairement dans ce positionnement ici à Nice. Et ce projet va effectivement contribuer, comme je l'ai pu le démontrer tout à l'heure, à un transfert de la voiture vers le transport public, même si ce n'est pas la totalité des près de 105 000 voyageurs du tramway. Ce n'est pas la totalité qui viendront des voitures. Une partie viendra effectivement des bus.はい、よろしいでしょうか。はい、それではそろそろお時間の方が参りましたので、これでマルク先生の講演の方が終了させていただきたいと思います。どうもマルク先生ありがとうございました。